Bonsoir les élèves du deuxième bac PC, deuxième bac SVT et les filières techniques. Voici le cadre préférentiel de l'examen national 2020, filière de sciences civiles de la Terre et de sciences physiques. Le premier domaine principal, c'est le domaine d'analyse. Premier sous-titre, ou bien premier sous-domaine, les suites numériques. Utilisez les suites géométriques et les suites arithmétiques pour étudier des exemples de suites de la forme UN plus 1 égale AUN plus B et UN plus 1 égale AUN plus B sur CUN plus D. Ce n'est pas la peine de traiter d'autres formes. Seulement ces deux formes qui vont être dans l'examen national. Une forme parmi ces deux. Utilisez les limites des suites de référence telles que la limite de la suite a à la puissance n qui vaut soit 0 si a comprise entre moins 1 et 1, soit plus l'infini si a est supérieur strictement à 1 et n'a pas de limite si a est inférieur ou égal à moins 1. Aussi, on pourra aussi voir l'autre suite de référence qui est n à la puissance alpha. Sa limite vaut plus l'infini si alpha est positif et vaut 0 si alpha est négatif. Puis, la détermination de la limite de la composée d'une suite et d'une fonction continue. Si la limite d'une suite UN égale à un nombre réel L et f est continue en L, alors la limite de la suite Vn qui est égale à f de Un est f de L. Étudier la convergence d'une suite UN de la forme UN plus 1 égale f de Un en utilisant la propriété une suite est croissante majorée ou bien décroissante minorée nous donne que la suite est convergente et on détermine sa limite. On utilise le théorème qui a 5 conditions. Ce type de suite il a une liaison avec une fonction. Utilisez les suites pour résoudre des problèmes variés issus de domaines différents, comme on va voir dans l'examen blanc numéro 3, la dernière question 18. Le deuxième sous-domaine, la continuité, la dérivabilité, l'étude de fonctions et le calcul d'intégrale. Donc, étudier la continuité d'une fonction numérique en un point en utilisant bien sûr le calcul des limites. On dit que f est continue en un point A si seulement si la limite quand x tend vers A de f de x égale à f de A. Déterminer l'image d'un segment ou d'un intervalle par une fonction continue ou par une fonction continue strictement monotone. L'image d'un intervalle se calcule en appliquant la propriété connue f de l'intervalle fermé AB égale l'intervalle f de A, f de B si f est croissante ou bien égale à l'intervalle f de B, f de A si f est décroissante. Bien sûr, si la fonction est croissante, on garde le même ordre. Si la fonction est décroissante, on change l'ordre.
S'il y a moins l'infini ou bien plus l'infini ou bien un nombre a dont la fonction n'est pas définie, on remplace f de a ou bien f de plus l'infini par la limite, quand x tend vers plus l'infini ou bien quand x tend vers a. Appliquer le théorème des valeurs intermédiaires pour étudier certaines équations et inéquations ou pour étudier le signe de certaines expressions. On sait qu'il y a on peut appliquer le théorème des valeurs intermédiaires dans deux cas. Si on veut montrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution dans l'intervalle AB, il y a trois conditions. F doit être continu, strictement monotone, et f de a fois f de b inférieur strictement à 0. Si l'intervalle AB contient soit plus l'infini, soit moins l'infini, par exemple sur l'intervalle moins l'infini A, ou bien sur l'intervalle A plus l'infini, ou bien sur R, ou bien sur l'intervalle ouvert du côté de A, ou bien du côté de B, ou bien de l'intervalle AB, on remplace la troisième condition qui est f de a fois f de b inférieur à 0 par le calcul de l'image de l'intervalle. Et il suffit de montrer que 0 appartient à l'image de cet intervalle. Dans le cas où l'équation est f de x égale lambda, tel que lambda un nombre non nul, on applique la deuxième propriété. Ça veut dire f est continu, strictement monotone, et lambda appartient à l'image de l'intervalle. Ces trois conditions nous permettent de dire que l'équation f de x égale lambda admet une unique solution alpha dans cet intervalle. Bien sûr, avant ce quatrième objectif, si par exemple dans la fonction auxiliaire, on a montré que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha dans un intervalle i, et on a trouvé par exemple que la fonction est croissante. Cela veut dire que alpha est une valeur maximale sur l'intervalle, bien sûr, ce n'est pas alpha mais 0, puisque f de alpha égale 0. 0 c'est une valeur maximale de la fonction sur l'intervalle moins l'infini alpha. Ça veut dire pour tout x appartient à l'intervalle moins l'infini alpha, f x inférieur égale à 0, ça veut dire négatif. Et puisque 0 est une valeur minimale sur l'intervalle alpha plus l'infini, cela veut dire que quel que soit x appartient à l'intervalle alpha plus l'infini, f de x supérieur à 0, et de même si la fonction est décroissante. Cela nous permet de déterminer le signe de la fonction f. Maintenant, l'application du théorème des valeurs intermédiaires dans le cas où la fonction ou l'équation f de x égale lambda, c'est déjà cité. Étudier la dérivabilité d'une fonction numérique en un point ou sur un intervalle. Pour étudier la dérivabilité d'une fonction f en un point, on doit calculer la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. Si on trouve un nombre réel, cela veut dire que la fonction est dérivable en a. Et si on trouve plus ou bien moins infini, la fonction n'est pas dérivable en a. La même chose, bien la même définition à droite de a et à gauche de a. Mais pour étudier la dérivabilité sur un intervalle, on se concentre sur la fonction racine de u de x. Pour que cette fonction soit dérivable, il faut que la fonction u de x soit dérivable et strictement positive. Et pour les autres fonctions, la fonction est dérivable sur chaque intervalle de son domaine de définition. Déterminer la fonction dérivée d'une fonction numérique, on utilise le tableau des dérivées pour calculer la dérivée d'une fonction. Et pour déterminer la monotonie d'une fonction, on doit étudier le signe de la dérivée. Si la dérivée est positive sur un intervalle i, alors la fonction est croissante sur i. Et si elle est négative sur un intervalle i, alors la fonction est décroissante sur cet intervalle. Déterminer le signe d'une fonction à partir de son tableau de variation, c'est ce qu'on fait dans la fonction auxiliaire.
Donc, si on peut déterminer le tableau de variation d'une fonction à partir de ce tableau, en utilisant l'astuce des valeurs maximales et des valeurs minimales, on pourra déterminer le signe de la fonction auxiliaire. Maintenant, déterminer le signe d'une fonction à partir de sa représentation graphique. Bien sûr, une fonction f est positive sur un intervalle i si sa courbe est au-dessus de l'axe des abscisses sur l'intervalle i. Donc la partie dont la courbe de f est au-dessus de l'axe des abscisses, c'est l'intervalle où la fonction est positive. Et f de x est négatif si, sur un intervalle i, si sa courbe sur cet intervalle est en dessous de l'axe des abscisses. La résolution graphique des équations de la forme f de x égale g de x, ce sont les abscisses des points d'intersection de la courbe de f et la courbe de g. On remarque ou bien on observe la courbe de f et la courbe de g et on sélectionne les points d'intersection. Leur abscisse, ce sont les solutions de l'équation f de x égale g de x. Si f de x n'a pas d'intersection avec g de x, alors la solution de cette équation est vide. Et pour résoudre l'équation f de x inférieure ou égale à g de x, on doit observer la partie où la courbe de f est en dessous de la courbe de g. La partie ou bien l'intervalle où la courbe de f est en dessous de la courbe de g, ce sont les solutions de l'équation f de x inférieure ou égale à g de x. Déterminer la dérivée et la monotonie de la fonction réciproque d'une fonction continue et strictement monotone. Selon la propriété de la fonction inverse qui dit que f admet une fonction inverse s'il est continu et strictement monotone, bien sûr sur un intervalle i. Donc la fonction réciproque a les mêmes caractéristiques de la fonction principale. Si une fonction f est croissante sur un intervalle i, alors sa fonction réciproque est croissante aussi sur un intervalle j. Ici, elle est décroissante, sa fonction réciproque est aussi décroissante. Si on veut tracer le tableau de variation de la fonction réciproque, on met le même tableau de la fonction principale. La monotonie reste la même, mais on remplace les bornes A et B par leur image et les images par les bornes. Aussi, l'interprétation, la courbe de la fonction réciproque est symétrique à la courbe de la fonction principale par rapport à la première bisectrice du repère, c'est-à-dire à la droite y égale x. On doit tracer la droite d'équation y égale x et selon la courbe de f, on pourra tracer par symétrie par rapport à cette droite la courbe de la fonction f-1. Résoudre des problèmes d'application concernant les valeurs minimales et les valeurs maximales. Donc, cela va être traité d'une manière suffisante dans les examens blancs. Utiliser la dérivée première et la dérivée seconde pour l'étude d'une fonction numérique et pour trouver certaines inégalités. Bien sûr, on utilise la dérivée seconde pour déterminer la convexité de la courbe et pour déterminer les points d'inflexion. Étudier des fonctions ou des composés de fonctions figurant au programme et les représenter graphiquement. Bien sûr, on doit savoir comment déterminer l'ensemble de définitions d'une fonction, les éléments de symétrie
qui sont l'axe de symétrie et le centre de symétrie, et on doit connaître les définitions. Donc, x égale a est un axe de symétrie de C de F si et seulement si il y a deux conditions. La première condition, pour tout x appartient à D de F, on a 2a moins x appartient à D de F. La deuxième condition, c'est f de 2a moins x égale f de x. Et le point oméga de coordonnées AB est un centre de symétrie de C de F si seulement si 2a moins x appartient à D de F pour tout x appartient à D de F aussi, et f de 2a moins x plus f de x égale 2b. La fonction périodique. Pour montrer que f est une fonction périodique de période t, un nombre réel, positif, si seulement si, pour tout x appartient à d de f, x plus t et x moins t appartient à d de f, et f de x plus t égale f de x. Bien sûr, dans la vidéo précédente, on a cité l'organigramme du branche infinie. Bien sûr, les tangentes, l'équation de la tangente en un point dont la fonction est dérivable et y est égale f' de a facteur de x moins a plus f de a. Sinon, si la fonction n'est pas dérivable en un nombre a, c de f admet une demi-tangente, soit une demi-tangente verticale, soit dirigée vers le haut, soit dirigée vers le bas. Par contre, la convexité pourra être montrée en utilisant la dérivée seconde, ainsi que les points d'inflexion. Déterminer les fonctions primitives d'une fonction usuelle. On doit connaître ou bien on doit savoir le tableau de la fonction des fonctions primitives usuelles. Utiliser les formules de dérivation pour déterminer les fonctions primitives d'une fonction sur un intervalle. Par exemple, si on a la fonction 1 sur x moins 1, cette fonction égale à x moins 1' sur x moins 1 et sa fonction primitive est ln de la valeur absolue de x moins 1. C'est-à-dire, s'il y a une fraction, le numérateur doit être la dérivée du dénominateur. La même chose pour le produit et pour l'exponentiel. Et donc, on utilise les formules de la dérivation. Maîtriser le calcul algébrique sur les logarithmes. Bien sûr, les propriétés algébriques du logarithme, ln de a fois b égale ln de a plus ln de b, ln de a sur b est égal ln de a moins ln de b, ln de 1 sur a égale moins ln de a, ln de a à la puissance n égale n ln de a, ln de racine de a égale 1 sur 2 ln de a. Ce sont des propriétés principales des calculs. Maîtriser la résolution des équations, des inéquations et des systèmes logarithmiques. C'est déjà bien cité dans les examens blancs, mais on ne doit pas oublier le domaine de définition de l'équation ou bien de l'inéquation ou bien du système. Reconnaître et appliquer le logarithme décimal, bien sûr, et l'exponentiel, logarithme décimal. Donc, on doit surtout savoir la définition. Log de a, log décimal de a égale ln de x sur ln de 10. Bien sûr, on va l'utiliser pour résoudre les équations du type 10 à la puissance x égale a, ou bien les inéquations 10 à la puissance inférieure égale à a, ou bien égale à a. Maîtriser l'étude de la représentation graphique des fonctions contenant la fonction logarithme népérien. Donc, on doit appliquer tout ce qui est déjà cité sur l'étude de fonctions sur les fonctions logarithme népérien. Maîtriser la résolution des équations, des inéquations et des systèmes composant des exponentiels népériens, comme on a dit dans les équations qui contiennent la logarithme. Maîtriser les limites de base de la fonction exponentielle népérien et les appliquer. Bien sûr, les limites usuelles, ils sont
connues, on doit bien maîtriser leur utilisation. Maîtriser l'étude et la représentation graphique d'une fonction contenant la fonction exponentielle, bien sûr, et la fonction logarithme népérien. Utiliser une fonction primitive pour calculer, bien sûr, l'intégrale, ou bien on doit utiliser la technique de l'intégration par partie. Le deuxième domaine principal, c'est un domaine d'algèbre et géométrie. Seulement dans ce domaine, et le nombre les nombres complexes. Seulement on traite les nombres complexes. Donc, maîtriser le calcul algébrique sur les nombres complexes dans ces différentes écritures algébriques, trigonométriques et exponentielles. Bien sûr, on doit tout d'abord mettre l'écriture algébrique qui est A plus IB. Bien sûr, s'il y a une fraction, on doit utiliser le conjugué, etc. Et on doit maîtriser la transformation de l'écriture algébrique à l'écriture trigonométrique ou bien l'écriture exponentielle. Bien sûr, on doit savoir comment passer de l'écriture algébrique à l'écriture trigonométrique. Bien sûr, si on trouve l'écriture trigonométrique, alors l'écriture exponentielle est déjà acquise. Bien sûr, la réciproque est très facile. Si on a une écriture trigonométrique, il suffit de développer pour trouver l'écriture algébrique. La linéarisation des monombres trigonométriques en utilisant l'écriture exponentielle d'un nombre complexe, ça veut dire l'utilisation des deux formules d'Euler. On a cosinus θ égale exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ sur 2 et la sinus θ égale 1 sur 2i exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ. Bien sûr, si on veut linéariser, si on veut calculer cos au carré ou bien cos à la puissance 3, la même chose pour la sinus, on utilise ces relations. Traduire les notions géométriques suivantes. La distance entre deux points. Si on veut calculer la distance AB égale le module de ZB moins ZA. La mesure des angles. Par exemple, la mesure de l'angle ABAC est congrue à l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA. On calcule la forme trigonométrique de ZC moins ZA sur ZB moins ZA et on cherche la forme trigonométrique pour déterminer cet argument. L'alignement des points. Pour montrer que des points A, B et C sont alignés, il suffit de calculer le rapport ZB moins ZA sur ZC moins ZA et on trouve enfin un nombre réel. La collinéarité des vecteurs. Les deux vecteurs A, B et C, D sont collinéaires si seulement si ZD moins ZC sur ZB moins ZA sont soit son argument est 0, justement, on calcule son argument et on trouve 0. Bien pi. D'accord. On passe maintenant exprimer la translation, l'homotissé et la rotation en utilisant l'outil complexe. Bien sûr, si on a une translation de vecteur U, alors T de M égale M', cela est équivalent à dire que Z' égale Z plus ZU. Et si on a une homotissée de centre oméga et de rapport K,
Alors h de m égale m', équivalent à dire z' moins oméga égale k facteur de z moins oméga. Ici, on a une rotation de centre oméga et d'angle θ. Alors, r de m égale m', équivalent à dire z' moins oméga égale exponentielle iθ facteur de z moins oméga. Bien sûr, on doit reconnaître une translation, une homoticée ou une rotation à partir de leur expression complexe. Utiliser les nombres complexes pour résoudre des problèmes de géométrie comme l'alignement, l'orthogonalité, c'est déjà dit dans la partie 2.4.4. Puis, on doit connaître comment résoudre une équation de second degré dans l'ensemble des nombres complexes, tels que les coefficients a, b, c, ce sont des nombres réels, en utilisant le discriminant delta qui vaut b au carré moins 4ac. Si delta est négatif, alors on a deux solutions conjuguées. Z1 égale moins b moins i racine moins delta sur 2a et Z2 égale Z1 bar. Puis, résoudre des équations dont la résolution se ramène à la résolution d'une équation de second degré. Par exemple, si on a l'équation AZ à la puissance 4 plus BZ au carré plus C égale 0, on effectue seulement un changement de variable en posant grand Z égale petit z au carré et on remet l'équation à une équation de second degré qui est facile à résoudre, puis on déduire les solutions de cette équation. Aussi, par exemple, l'équation AZ plus B racine de Z plus C égale 0. Il suffit de poser grand Z égale racine de Z et on ramène l'équation à une équation de second degré. Et puis, on détermine les solutions de cette équation, etc.